Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle interview LexisNexis consacrée aux ventes immobilières et plus particulièrement à celle de la résidence principale, puisque de nombreuses décisions ont fleuri ces dernières années, notamment sur la remise en question par l'administration fiscale des conditions d'exonération de la plus-value à l'occasion de la cession de cette résidence, le fameux article 150 U2 du CGI. Alors en effet, à la lumière de deux récentes décisions qui sont en fait l'issue d'une longue lignée depuis 2017, il est indéniable que l'administration observe une interprétation particulièrement stricte de sa doctrine avec un examen des faits au cas par cas, recommandant la plus grande prudence à observer par les notaires et les fiscalistes conseils de l'opération. Alors pour nous éclairer sur ces pratiques, je suis ravie d'accueillir Maître Thomas Jousselin. Vous êtes notaire associé au sein de l'étude Altémis Paris et vous êtes responsable du département immobilier et financement. Bonjour. Merci de répondre à mes questions. Tout d'abord sur les conditions. Le fameux article 150 U du CGI énumère la liste des conditions d'exonération de la plus-value. L'objectif, évidemment, ici, c'est pas de toutes les citer, mais plutôt d'attirer l'attention des praticiens sur celles qui peuvent, en pratique, porter à discussion et sur lesquelles les conseils peuvent voir leur responsabilité engagée. Le critère de la résidence principale, tout d'abord, l'administration est-elle claire, est-elle très claire sur ce sujet ? Alors oui, elle l'est, puisque selon la doctrine administrative, sont considérées comme résidence principale, au sens de l'article 150 U du Code général des impôts, les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire. En pratique, le logement donc, doit être la résidence principale du cédant au jour de la cession. Donc, ça ne peut pas être un immeuble loué, ni un immeuble occupé à titre gratuit par un tiers ou un membre de la famille du propriétaire. Et si l'immeuble est vacant ? Alors, pour la vacance, l'administration a assoupli la règle visée à l'article 150 U, puisque l'exonération reste acquise si la cession du logement intervient dans un délai raisonnable, sous certaines réserves, bien entendu, et notamment la première, que l'immeuble n'ait pas été loué dans l'intervalle à titre gratuit ou à titre onéreux. Et quid du délai, justement, maximum pour la réalisation de la cession ? Alors, il n'y a pas de délai maximum fixé a priori, ce sera toujours au cas circonstancié présenté, d'où effectivement la nécessité d'apprécier les circonstances à chaque fois. Et en pratique, quel est le délai qui est normalement accepté ? Alors, dans un contexte économique normal, le délai c'est 1 an maximum. Et dans un contexte plus tendu, on Alors va dire ? dans un contexte un peu plus particulier comme celui qu'on connaît, on va revenir aux circonstances de l'opération, notamment liées aux conditions du marché local, du prix demandé, des caractéristiques particulières du bien par exemple, et des diligences qui sont effectuées par le contribuable dans le cadre de la vente de son bien immobilier. Question sur l'immeuble ou la partie d'immeuble doit impérativement constituer la résidence principale, la résidence habituelle et effective du propriétaire du logement. Il s'agit donc d'une appréciation qui est purement factuelle et qui doit donc être évaluée au cas par cas. Là, j'en appelle aux praticiens. Pouvez-vous donner des exemples concrets ? Dans les décisions que vous avez citées tout à l'heure, il a été regardé le contexte particulier de l'opération. Et par exemple, dans un des cas qu'on a pu relever, le contribuable, lui, n'avait pas apposé de pancarte annonçant la vente de son bien. Et il a attendu 14 mois après son déménagement pour l'avoir fait. Et puis ensuite, dans la foulée, il a signé un mandat que 26 mois après son déménagement. Donc c'est pour ça que dans les décisions évoquées, ça a été requalifié parce que l'administration a considéré que le contribuable n'avait pas fait les diligences nécessaires. Très bien, c'est très clair. Autre question et surtout autre condition. L'objectif, c'est d'avoir, la condition, c'est d'avoir, la jouissance effective et continue du bien jusqu'à sa mise en vente. Alors en l'espèce, l'occupation à titre habituel et effectif doit être justifiée et doit reposer, j'imagine, sur des éléments probants. Là encore, c'est du cas par cas ? Là encore, c'est du cas par cas, mais les trois décisions récentes rendues en défaveur du contribuable ont tout à fait démontré l'intention particulière que porte l'administration au contrôle de la situation qui lui est présentée,
puisque dans ces 3 décisions récentes, eh bien, on a pu constater qu'on avait analysé d'abord eh bien, la consommation d'eau, d'électricité, et vérifié qu'en fait, ce n'était pas des consommations et des facturations usuelles dans le cadre de l'utilisation normale d'une résidence principale. Dans un autre cas, on a été même jusqu'à vérifier, l'administration a été jusqu'à vérifier eh bien, le contrat d'assurance multirisque dont le contribuable avait fait souscription, et en fait eh bien, a considéré que ce n'était pas un contrat lié à une occupation effective, mais plutôt un contrat classique plutôt de propriétaire non occupant. Et puis par ailleurs, dans un des cas particuliers, le maire de la commune avait été constaté que la maison était vide depuis un certain nombre de semaines ou voire de mois. Et puis dans le dernier cas, eh bien, l'administration a même été vérifier ce qui s'est passé dans d'autres actes du contribuable, puisque le contribuable concerné avait signé par ailleurs des actes familiaux, une donation, et eh bien, il avait mentionné une adresse différente de celle qu'il revendiquait comme étant sa résidence principale. Et donc là encore, il y a eu une vraie appréciation circonstanciée de l'administration, et pour ne pas donner suite de manière favorable au sujet. Alors on comprend, hein, donc pour bénéficier du régime de faveur, on voit bien qu'il n'y a pas de règle universelle. L'administration raisonne, comme elle le fait souvent, hein, par faisceau d'indices. Or, les conséquences ne sont pas neutres. Non seulement le notaire peut voir sa responsabilité engagée, mais l'administration peut établir le caractère délibéré du manquement pour appliquer une majoration de 40%. Le rôle du notaire est donc essentiel lors de la constitution du dossier en amont. Quelles sont vos recommandations justement en pratique ? Alors en pratique, le notaire doit impérativement appliquer le texte et puis peut-être en faire rappel à son client. Et puis en application du texte, il doit aussi apprécier les éléments circonstanciés du cas qui lui est amené pour apporter le conseil le plus large et surtout le conseil le plus précis au cas du client qui vient le voir, et pour eh bien, le mener à la meilleure décision et à l'efficacité de l'opération qu'il est amené à mener. Merci maître, merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous propose de retrouver l'ensemble de nos publications au sein de la semaine juridique notariale disponible sur notre solution Lexis 360 Intelligence. Merci beaucoup.